Le piège, quand il se referme, c'est quand tu t'enfermes dans un secteur. Mais si je m'étais enfermé quand j'ai commencé dans le clip, je me suis enfermé dans le milieu du clip. Et puis il y avait marqué ici clipper, clip de rap, clipper, voilà. Donc ça veut dire que même les opportunités que je voulais saisir des fois par envie ou par ambition, on me les refusait. Et surtout, vu que là, c'était vraiment quelque chose d'innovant, enfin, en France, on n'avait jamais vu ça, je pense, ça rajoutait un truc on y croit encore plus. Je pense que c'est ça qui a joué. Ouais, tu sais, c'était la première fois qu'on se disait, c'est ce que j'aurais voulu voir. Tu vois, là, on a vraiment fait quelque chose qu'on aurait voulu voir en France. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission D2B, l'émission qui donne la parole aux créatifs. Et aujourd'hui, on va se retrouver avec un vidéaste d'exception. Est-ce qu'on peut applaudir pour Aaron Mizio? Je te laisse t'installer. Merci de l'invitation. Merci à toi d'être venu. Non, merci, un plaisir. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir. J'attendais vraiment aussi cet échange pour que tu puisses nous donner tout plein de conseils au niveau de la création de contenu vidéo, même sur la vidéo en général. Donc j'aimerais tout d'abord connaître un petit peu ton parcours parce que c'est vrai que tu ne montes pas trop sur tes réseaux sociaux. On sait pas trop comment est-ce que tu as commencé justement, par où est-ce que tu as débuté. Est-ce que tu as déjà fait des études de com, des études d'audiovisuel, de production? Enfin, est-ce que tu peux un peu plus nous donner des détails sur ton parcours? C'est vrai que j'ai pas forcément fait de biographie un peu sur les réseaux. Ouais, non, je me suis lancé en 2016. Après le lycée, j'ai fait une faculté d'audiovisuel. J'ai fait 2 ans. Enfin non, j'ai fait 1 an, pardon. La deuxième année, j'ai fait 1 mois après, j'ai quitté. Et je me suis lancé, je me suis lancé en mode, je suis allé faire de l'intérim pour travailler, économiser beaucoup d'argent. J'ai acheté mon matériel et j'ai commencé. Ça, c'était en 2016. Après, à partir de là, j'ai commencé à être indépendant, autodidacte, hein. Donc sans aucune base, juste envie de faire des vidéos, envie d'y croire. Et j'ai commencé, à l'époque j'étais avec un ami, un frère aujourd'hui, et on a commencé à faire, donc c'était des clips, hein. Ce qui est le plus accessible, on va dire, quand on part de rien. Donc j'ai commencé dans les clips musicaux, et après rapidement, je commençais à me sentir enfermé là-dedans. J'ai arrêté. J'ai essayé de me rediriger plus tout ce qui était vers publicité digitale, donc là où Instagram commençait à prendre un petit peu de place, qu'il y avait un endroit sur lequel il y avait un peu plus de demandes. Et du coup, j'ai repris mes études en 2019 et là j'ai fait 2 ans d'école de cinéma. Là j'ai vraiment fait 2 ans pour le coup. Et pareil, bon l'école était en 3 ans, mais j'ai arrêté au bout de la 2e année parce que pareil, quand je Encore reprends. 2 ans? Comment? Encore au bout de la 2e année? Ouais, sauf que bon, la fac c'était au bout de la première année en vrai. J'ai commencé la 2e, mais je me suis arrêté direct. Là, la 2e année d'école, je l'ai vraiment fini. Mais ouais, donc j'ai arrêté avant la 3e année parce que j'avais beaucoup d'opportunités pro et je sentais que fallait faire un choix en fait. C'était soit je me consacrais pleinement à mes opportunités pro, soit aux études. Je sentais que j'arriverais pas à tenir les deux en même temps. Je pense qu'avec du recul aujourd'hui, je me dis que c'était peut-être une erreur, honnêtement. Ah bon? Ouais, je pense qu'en vrai, si j'avais un peu plus cru à la plus-value qu'apportait cette école de cinéma, peut-être j'aurais fait plus d'efforts, peut-être, ouais. Et mais du coup, j'ai pris cette décision-là. Je regrette pas parce que au final, ça marche bien aujourd'hui. Mais c'est vrai que du coup, j'ai arrêté et voilà. Quand j'avais fait ces deux années d'études là et que je reprenais donc mes études, je continuais à avoir des clients en parallèle en fait. Et c'est pour ça qu'au bout de j'ai pas fait cette 3e année là. Donc je continue et là je fais plus. Là à partir de là, je fais vraiment événementiel, vidéo événementielle. Ok. Donc surtout beaucoup de mariages. C'est vrai que moi je t'ai connu comme ça. Ouais, en général c'est à partir de là qu'on commence à me connaître. Vidéos de mariage et tout. Donc ça a très bien marché. On a tourné partout, hein. Franchement, on est allé partout dans le monde faire des mariages et tout. C'était vraiment une très bonne expérience, mais aussi archi épuisante, beaucoup de sacrifices, ouais. Donc, mais c'était une période que je regrette pas encore une fois, parce que ça m'a permis de savoir vraiment ce que je voulais, ce que j'aimais et les raisons aussi pour lesquelles je les faisais. Donc, suite à ça, après, j'arrête totalement la partie événementielle.
Là, on doit être en... J'ai beaucoup de problèmes avec les dates. Je sais plus à partir de quand. Je crois que c'est 2023. Hein. Ouais, 2023, je crois que j'arrête totalement l'événementiel. Et jusqu'à aujourd'hui, du coup, là, je me suis plus recentré sur ce que j'aimais le plus, c'est-à-dire la publicité et éventuellement du YouTube. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur YouTube, des émissions, des documentaires, des reportages, des choses vraiment où je trouve qu'il y a plus de fond. Parce que c'est vrai que les mariages, l'événementiel, tu subis beaucoup ce qui se passe et tu dois après, toi, de la meilleure manière possible, délivrer quelque chose qui va être passionnant pour les gens, mais c'est un peu tout le temps la même chose en soi, tu vois. Même si, voilà, des fois c'est un peu plus chic, un peu plus, voilà, il n'y a pas la même météo, il n'y a pas le même environnement, mais ça reste un mariage. J'étais vraiment pas épanoui dedans, donc voilà. C'est déjà un très beau parcours, je trouve, et j'aimerais qu'on puisse revenir sur certains points. Tu as parlé de sacrifice. Qu'est-ce que tu entends par sacrifice? Bah, en fait, j'ai surtout pendant la période événementielle, j'ai sacrifié beaucoup de choses qui m'étaient chères, c'est-à-dire du temps, ma relation avec Dieu aussi, et même avec ma famille en vérité. C'est-à-dire que je travaille tout le temps, C'est vraiment pas des bonnes. Encore une fois, j'ai pas de regrets parce que je pense qu'il faut vivre ça pour savoir encore une fois que c'est une conduite à risque et que après, ça te permet de savoir faire tes choix et tout. Donc ça m'a bien structuré aujourd'hui. Mais ouais, c'était quelque chose c'est des sacrifices dont je sais qu'aujourd'hui c'est des mauvais sacrifices. Parce que souvent il y a un peu cette image-là sur les réseaux, on va dire ouais, faire des sacrifices dans la vie, voilà. Et c'est souvent bien vu de faire des sacrifices. Je pense qu'il y a différents types de sacrifices. Et moi, en tout cas, avec ces expériences-là, j'ai compris qu'il y a certaines choses que je voulais plus relayer au second plan. Et voilà. Mais est-ce que tu penses justement, si tu ne serais pas passé par ces sacrifices-là, tu aurais été la même personne que tu es aujourd'hui? Ou tu aurais vécu les mêmes choses? Ouais, totalement. Comme je disais, je pense que je regrette pas d'être passé par là. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux que conseiller, je ne peux que mieux conseiller une personne qui serait tentée de faire ces erreurs que j'ai faites. Et moi-même, aujourd'hui, je ne pourrais pas avoir une meilleure conviction sur comment prendre mes décisions si j'avais pas vécu ça avant. Moi, en tout cas, je suis quelqu'un assez têtu. Et je pense que il fallait vivre dans la vie. Pour moi, en tout cas, il a souvent fallu, malheureusement, que je me retrouve à me taper la tête contre des murs pour comprendre des choses. Malgré le fait que pourtant j'ai un très bon entourage qui me conseille bien. Mais voilà, on est des êtres humains. Des fois on écoute, des fois on n'écoute pas. Il y a l'orgueil, on essaye de se dire que non, je vais faire ma façon et tout. Donc dans ces moments-là, il faut se taper la tête, faut apprendre, et après on sait ce qu'on veut, on a compris pourquoi et on fait des meilleurs choix, je pense en tout cas. Et justement, est-ce que tu penses que la têtutesse c'est un défaut? Oui. Oui. Ah oui, c'est un défaut. Non, il faut pas confondre la têtutesse et la discipline, la détermination, je sais pas. Mais pour moi, la têtutesse, c'est très, très, très mauvais. Selon moi, ça dépend, dans le sens où, parfois, je donne un exemple comme ça, souvent, on est amené à faire certains choix. Beaucoup de personnes ne sont pas en accord avec ce choix-là, mais tu décides de suivre ta conviction et tu te retrouves à avoir des fruits, justement, du fait d'avoir suivi ta conviction. Donc finalement, on va dire qu'être têtu à ce moment-là, ça t'a servi. Ok, je vois ce que tu veux dire du coup par têtutesse. C'est pour ça que moi je mettrais une nuance, je dirais que ça c'est plus avoir foi en son projet, avoir une vision, avoir de l'ambition. Pour moi la têtutesse c'est autre chose. Pour moi quelqu'un qui est têtu c'est quelqu'un qui perd du temps. Quelqu'un qui est têtu vraiment il pense qu'il est sur le bon chemin mais il ne peut que être en train de perdre du temps. T'es toujours perdant à ne pas écouter les autres en fait. Même s'ils ont un avis divergent de toi, je trouve qu'au contraire c'est les meilleurs avis à prendre, c'est ceux qui sont divergents du tien, tu vois. Sinon, en fait, tu te remets jamais en question. Et être têtu, pour moi, c'est quelqu'un qui n'écoute pas les gens, qui est bloqué dans sa vision des choses. Et j'ai beaucoup été têtu, j'essaye de l'être moins aujourd'hui. Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois dans ma vie où j'ai été têtu, j'ai perdu du temps. Encore une fois, sans regret, parce que pour comprendre aujourd'hui qu'il faut que j'évite d'être têtu, il fallait que je vive ça. Mais ouais, non, aujourd'hui, je suis vraiment convaincu de ça. Et dans ton parcours, tu as exprimé que tu es passé par différents secteurs. Donc, par la musique, l'événementiel. Aujourd'hui, tu travailles pour les entreprises. Mais qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, en fait, tu es en mouvement Qu'est-ce qui fait
Simplement, je pense déjà je suis quelqu'un qui n'aime pas la routine. Enfin, dans mon parcours artistique, bien sûr. Sinon, après, on a tous des bonnes routines. Il y a des routines qui sont très bonnes pour soi. Bien sûr, voilà. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais ouais, j'aime pas la routine et j'ai en permanence besoin de nouvelles choses sur le point de vue créatif. J'ai remarqué que même si voilà, on cherche l'inspiration et tout, j'ai vraiment besoin de me nourrir de choses différentes pour pouvoir produire quelque chose de bon. Au bout d'un moment, j'ai essayé de faire une métaphore. C'est comme si, je sais pas, tu veux refaire un plat. À chaque fois, tu gardes un petit peu de la sauce pour remettre dans le nouveau plat que tu vas faire. Tu regardes, tu remets. Au bout d'un moment, c'est dilué, c'est fade, tu vois. Si tu veux vraiment avoir une consistance et au bout d'un moment ne pas perdre ta créativité, les étoiles que tu arrives à mettre dans les yeux des gens et tout ça, il faut pour moi revivre de nouvelles choses, se challenger, voyager, rencontrer de nouvelles personnes, faire des projets que tu n'avais pas forcément envie de faire, des trucs qui t'inspiraient pas, faut expérimenter la contrainte aussi, sortir de sa zone de confort, plein de choses qui vont faire que ton travail il va prendre de la valeur et voilà, en vérité, on n'invente rien, on prend des choses que l'on vit. Exactement. Et on met ça dans notre travail. Donc, moi, j'ai besoin de ça. En tout cas, j'ai remarqué que si je le fais pas, au bout d'un moment, je muse. Peut-être les gens de l'extérieur, ils vont pas forcément le remarquer. Ils vont dire, ils vont toujours trouver que c'est cool. Mais moi, je vois le travail. Et au bout d'un moment, je commence à ne plus le poster. C'est un signe. Ça veut dire que je trouve que c'est plus à la hauteur, c'est pas terrible et tout. Voilà. Mais du coup, tu penses que tu as besoin à chaque fois d'avoir un renouveau? Que tu t'es senti limité, à chaque fois que tu étais dans un secteur en particulier? Non. Quand tu es dans le secteur, c'est aussi une phase d'apprentissage, en fait. Oui. Tu découvres des choses et ça t'alimente et tu crées de nouvelles choses. Maintenant, là où je trouve que c'est le piège, quand il se referme, c'est quand tu t'enfermes dans un secteur. Mais si je m'étais enfermé quand j'ai commencé dans le clip, je me suis enfermé dans le milieu du clip. Et puis, il y avait marqué ici clipper, clip de rap, clipper, voilà. Donc, ça veut dire que même les opportunités que je voulais saisir, des fois, par envie ou par ambition, on me les refusait. Parce que, vous faites des clips de rap. Ok. Et du coup, tout le rendez-vous, foutu. Parce qu'il a vu qu'on faisait du clip de rap. On était obligé, à l'époque, avec mon associé, quand on préparait un rendez-vous, on a eu des rendez-vous, des fois, avec des mecs en grosse boîte de prod et tout, sur Paris et tout, parce qu'on avait de l'ambition. On voulait se faire signer en boîte de prod et tout. Plusieurs fois, on a fait l'erreur d'y aller, de pas faire attention sur le site. Il y a encore quelques projets, urbains, clips et tout. Dès qu'ils voyaient ça, vous faites des clips, ok. Et boum, c'est l'étiquette, c'est très difficile. Et donc du coup, à chaque fois, fallait se renouveler, un peu lisser l'image et tout, montrer qu'on fait d'autres choses et tout. Quitte à même ce qui est que 4 vidéos sur le site, mais en fait, avec ça, parce que l'image qu'on va t'attribuer aussi, des fois, c'est très difficile de s'en détacher pour saisir des opportunités. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, c'est très clair. Très clair. Okay. Mais comment ta passion réellement pour la vidéo, elle s'est manifestée? Parce que je pense que tu t'es pas dit un jour, oui, comme ça, je vais faire des vidéos. Un peu, si, en fait. Si, dans le sens où j'ai toujours aimé ça. En fait, à l'époque, depuis tout petit, j'aime ça, en fait. J'aime le cinéma, j'aime la vidéo. Alors oui, aujourd'hui, je fais pas du cinéma, mais en fait, ce que j'ai aimé dans le cinéma, c'est pas tant réaliser un film de 1h30, 2 heures, mais c'est véhiculer une émotion, faire passer un message à quelqu'un qui de base avait pas forcément envie de t'écouter ou envie de s'intéresser à quelque chose. Mais au travers de ton travail, la personne, elle va ressentir des choses, sa vision des choses va changer. Enfin, il y a un vrai... Ça, je trouve ça vraiment passionnant. Et donc, du coup, dès le début, depuis tout petit, j'ai toujours aimé ça parce que j'étais très, très sensible, je suis très émotif, moi. Donc, les films, quand je les... ou même les vidéos, mais surtout les films, quand je les visionnais, quand je les vivais, voilà. Je ressentais des choses. Je me dis, c'est incroyable et tout. J'aimerais bien aussi. Moi aussi, j'ai des émotions. Moi aussi, j'ai des choses, ou alors j'ai des souvenirs, j'ai des expériences d'enfance. J'ai envie aussi que les gens ils puissent vivre ça. Donc, depuis tout petit, j'ai commencé dans ma chambre. Hein. J'ai commencé dans ma chambre. Je faisais ce qu'on appelait des podcasts. Aujourd'hui, on sait que le podcast c'est plus ça, mais à l'époque, les podcasts c'était les vidéos face caméra où on parle, on essaie de faire un peu d'humour, comme des sketchs quoi. Je faisais ça et puis j'essayais de parodier des scènes de films. Je me rappelais avoir fait une vidéo où je faisais la recette pour faire mourir un héros dans un film. Tout ce qu'il fallait pour rendre la vidéo épique,
qu'on a envie de pleurer et tout. Voilà, je faisais des vidéos comme ça. Et donc, ouais, la passion, elle a été dès le début. Mais le problème, c'est que je pensais que je ne pourrais jamais en vivre, parce qu'à l'époque, c'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit que, voilà, bah, la preuve, là, on est en vidéo, hein. Mais le milieu de l'audiovisuel aujourd'hui, il est archi prospère. Mais à l'époque, ça paraissait beaucoup plus fermé. Quand tu allais voir la conseillère d'orientation, elle te disait, OK, vous avez des parents dans le cinéma? Non. OK, vous avez des parents dans la télé? Non. Faut penser à un plan B et tout. C'est des milieux très fermés et tout. Ah, je pensais pas que c'était aussi difficile. Bah, je sais pas si c'est vrai, hein, ce qu'il nous disait. Mais en tout cas, il y avait ce narratif-là qui nous était dit tous les jours que pour réussir dans l'audiovisuel à l'époque, c'était la télé ou le cinéma. Et si vous avez pas un pied dedans, si vous n'êtes pas fils d'eux, ça sera difficile. Pensez à un plan B et tout. Et au final, en vérité, quand t'as un plan B, t'as pas de plan A, en fait. Donc je pensais que je pourrais jamais en vivre. Et du coup, pendant très longtemps, vu que je croyais pas en moi, j'avais pas, voilà, cette ambition-là, j'avais pas ce caractère-là de base. C'est vraiment au travers de mon entourage, les gens que j'ai rencontrés. Aujourd'hui, je suis dans une église, les gens ils m'encouragent beaucoup, des gens qui ont vu vraiment le talent qui était en moi. Et toujours, ils m'ont toujours poussé à l'exprimer, tu vois. Et de pas me limiter, pas mettre de plafond de verre et tout. Et c'est au travers de cet entourage-là, ces rencontres-là, qu'après j'ai commencé à prendre confiance en moi et ouais, à essayer de vivre l'expérience en fait, de me dire vas-y, j'y vais en fait, j'y vais, c'est pas grave. Et au final, je regrette pas parce qu'aujourd'hui on peut en vivre et puis même quelqu'un qui aujourd'hui a peut-être moins d'ambition, il verra très rapidement qu'on peut en vivre. Aujourd'hui vraiment ça a évolué. Exactement. C'est super. Merci Aaron, franchement c'est un très beau parcours. Mais j'aimerais que tu puisses nous aider maintenant au niveau de la technique. Okay. C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin que tu puisses nous donner des astuces concrètes pour qu'on puisse poster du contenu sur les réseaux sociaux, mais de la bonne manière. Donc, on passe tout de suite à la rubrique La Minute Technique. Alors Aaron, je vais te poser quelques questions. Quand on a échangé ensemble, tu m'as dit quelque chose que j'ai trouvé super pertinent et que c'est très difficile de faire comprendre ça à un client. Ouais. C'est la différence entre la conception d'une vidéo verticale et horizontale. Parce que c'est vrai qu'un storytelling n'est pas le même avec un format horizontal et un format vertical. Complètement. Simplement, oui. En fait, aujourd'hui, on est obligé de le subir. Hein. Les réseaux sociaux, c'est vertical. C'est celui qui veut être buté et se dire que non, on va continuer à réfléchir en horizontal. Si en tout cas, il espère avoir une bonne utilisation des réseaux sociaux ou même avoir une clientèle sur les réseaux sociaux, il se plante parce que c'est inévitable. Aujourd'hui, c'est comme ça, donc il faut y penser. C'est vrai que pendant un temps, j'étais un petit peu le boomer, enfin genre en mode j'ai fait de la résistance en mode non, vertical c'est nul et tout. Je partage toujours l'avis que c'est moins bien, mais on est obligé de s'y conformer. Et c'est vrai que pourquoi? Parce que le vertical ne laisse très peu de place à la narration en fait. Ouais. Quand tu filmes quelqu'un en vertical, là par exemple quand je te regarde là, je te vois toi, et sur la gauche je vois le décor, je vois le fauteuil, je vois les tasses, je vois les gens, voilà. Il y a du contexte. Si je te filme en vertical, j'ai que toi en fait. Exactement. C'est très difficile de mettre du contexte, de raconter une histoire avec du vertical. Ou alors il va falloir que je fasse un plan très large pour inclure des éléments du décor. Mais en général, au final, ces éléments du décor, ils vont se retrouver tout en haut et tout en bas. Et quand on regarde sur un téléphone, ces trucs-là, ils sont cachés par la description, ou, le truc et tout. Voilà. Donc c'est très difficile d'avoir une narration qui, je trouve, soit captivante avec les réseaux sociaux. Enfin, avec le vertical. Oui. Mais c'est pas impossible. Au final, aujourd'hui, on sait le faire quand même. Donc. Ça répond à ta question? Mais selon toi, comment est-ce qu'on construit une bonne vidéo? Ça dépend des ambitions de cette même vidéo en fait. Je pourrais pas te donner une recette prédéfinie parce que chaque vidéo a une ambition différente. Si c'est une vidéo qui a pour ambition de convertir vers l'achat, si c'est une vidéo qui a pour but d'éduquer, de sensibiliser sur quelque chose, l'approche sera différente. Le temps aussi que je m'accorde pour te raconter cette histoire sera différent. Donc la construction forcément elle aussi est différente, même si on va ça on apprend aussi ça un peu à l'école, mais même s'il y a une structure qui est un petit peu toujours la même, l'idée de faire monter la tension dramatique, d'arriver à un point et le fameux climax, c'est là que voilà. Mais en fonction de ce que je veux faire avec cette vidéo, quelle est mon ambition derrière la vidéo, forcément je vais la construire différemment. Au final par exemple aujourd'hui si je peux prendre un exemple qui
peut-être qu'il parlera à plus de personnes. Souvent, les gens font les erreurs, enfin, de moins en moins. Mais pendant un temps, les gens faisaient beaucoup l'erreur de commencer, par exemple, des vidéos sur les réseaux sociaux avec la même approche qu'on va avoir dans une séance de cinéma. C'est-à-dire fond du noir, on arrive, texte, il y a, je sais pas, un paysage. C'est beau et tout, hein. Il y a de la musique, il y a une ambiance. On veut nous mettre dans un truc. On est sur les réseaux sociaux. Mon frère, j'ai déjà scrollé, en fait. Je suis parti, là. Voilà. Si tu m'as pas convaincu, je suis parti. Le fameux hook. Voilà, bon, ça, c'est pas un secret, je pense, aujourd'hui. Tout le monde ici doit le savoir, le format qu'il faut avoir pour captiver sur les réseaux sociaux. Forcément, c'est pas le même sur un film. Mais si tu vas faire en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas de recette prédéfinie, parce que la preuve, si tu veux appliquer cette recette-là sur la réalisation d'un film, d'un documentaire ou d'autres choses, ce sera indigeste, en fait. Et les gens vont pas accrocher. Tu vas perdre l'attention de ton spectateur. Et il n'y a rien de pire que de montrer quelque chose à quelqu'un et que, voilà. Ouais, non, je regarde. Il regarde pas. Il est pas dedans et tout. Franchement, ça me brise le cœur. Donc non, ouais, voilà, il y a pas de recette prédéfinie, mais il y a plein de petits tips à savoir, ouais. Tu veux qu'on rentre dans les détails ou? Je pense la prochaine fois, ou dans tes formations. Avec plaisir. Très bonne hypothèse. Du coup, on a parlé de ta success story, mais maintenant, on va introduire 2 jeunes qui, eux aussi, ont réussi dans leur business, dans la rubrique Success Story. Est-ce qu'on peut applaudir pour la team Volsi? Hello. Hello. Vous allez bien? Ça va. Oui, alors je vous présente donc Thomas et Nicolas. C'est ça. C'est ça? C'est pas l'inverse, c'est ça? Non, c'est ça, c'est exactement ça. Ok. Qui vont nous parler de leur expérience, parce que je vous ai découvert en fait sur TikTok et j'ai trouvé ouf votre concept, ce que vous dégagez, votre personnalité. C'était incroyable et j'aimerais vraiment que vous puissiez parler de votre expérience. Comment est-ce que vous avez fait pour créer votre propre restaurant à 23 ans? Ouais. 21 ans. Vous avez commencé à 21 ans? Ouais. C'est ça? Aujourd'hui, vous en avez 23. C'est ça. Comment est-ce que vous avez fait? C'était un peu long, en vrai. Hein. Enfin, long. Ça s'est fait sur 3 ans. Nous, déjà, faut savoir qu'on s'est rencontrés, on faisait de l'athlétisme ensemble, Thomas et moi. On a toujours voulu faire du biz. C'est-à-dire, avant, déjà, tout ça, on avait lancé une marque de thé, une Inno CBD, on a voulu faire des sites internet, du dropshipping. Bon, on n'est jamais allé au bout. Et là, on s'est dit, faut qu'on aille au bout de la prochaine idée. On est parti aux États-Unis. Ensemble? Ouais, à 2. Et premier jour, on rentre dans un mall, et là, une odeur de cannelle. Et nous, il faut savoir qu'on kiffait déjà la cannelle. C'est-à-dire, directement, on cherche d'où vient l'odeur, tac, 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 on trouve. Et on voit justement des espèces de rouleaux à la cannelle. Nous, on avait déjà vu ça à Ikea, mais là, c'était en gros, avec du glaçage, tout ça. Nous, on n'avait jamais vu ça de notre vie. Et du coup, on s'est dit, bah vas-y, go, on goûte. On a goûté, on a kiffé de ouf. Directement, on a regardé, on avait où dans le monde. On a vu qu'il y en avait partout en Europe aussi, soit en Angleterre, en Allemagne, au Portugal, partout, sauf en France. Du coup, directement, on s'est dit, ok, on ramène ça à Paris. Et là, je te laisse raconter la suite. Ouais. Après, c'était un peu plus compliqué que ça, parce que forcément, on a 21 ans à l'époque, pas d'argent, on n'a rien du tout. Et tu sais, il y a un vrai monde entre tu penses que tu peux ouvrir un restaurant et l'ouvrir pour de vrai. On pense beaucoup, mais le faire, c'est toute une autre histoire, tu vois. Donc on arrive, on rentre, on se dit, ok, il faut qu'on y aille, let's go. Mais on savait pas comment faire. Et on s'est dit, ok, on perd pas de temps, on cherche des recettes sur Internet, on savait pas du tout comment faire. Donc on appelle des gens, on cherche sur Internet, on tape en anglais, parce que fallait taper en anglais pour avoir les bonnes recettes des États-Unis, tu vois. On tape et tout, on tombe sur des recettes. On fait. Au début, c'était dégueulasse, hein. Et à force, on arrive à une petite recette qu'on trouve, ça va. Mais qui aujourd'hui, a rien à voir avec la recette que tu vas retrouver au magasin. Et on se dit, vas-y, on va commencer à la vendre. On crée un Snap. Donc vraiment, la base, on crée un Snap, un Instagram, et on commence à vendre notre voiture. Donc en gros, après les cours et après les entraînements d'athlétisme, on rentrait, on prenait notre voiture, on mettait les Rolls dedans, les Cinnamon Rolls dedans, et on livrait les gens dans le 94 aux alentours de chez nous. Wow. On a commencé à faire ça. Premier jour, on fait 8 ventes, donc on vend 8 boîtes, donc pour 10 €, parce qu'à la base, on vendait une boîte de 4 Rolls pour 10 € et on te livrait gratuitement. Donc là, ça fait bizarre de dire ça, mais... Je tiens à dire que c'est vraiment ce jour-là. Je pense que nous deux, on a la vision et on s'est dit, ok, on va aller au bout du projet. Parce que nous, vendre du boîte, c'était incroyable. Hein. C'était 10 € la boîte, livraison comprise, mais je vais pas faire 80 € avec un produit qu'on a fait nous-mêmes. Et c'était un truc de ouf. Surtout qu'on a multiplié par 30 à l'époque. Si ça fait 3 000 € pour nous, c'était un truc de ouf. Justement, avant de te laisser continuer, quelle est la différence entre ce business que vous avez lancé et les précédents que vous aviez commencé? Je pense que c'est parce que vu que c'était un business physique, tangible. tangible, c'était plus facile pour nous de se projeter. Et surtout, vu que là, c'était vraiment quelque chose
d'innovant. Enfin, en France, on n'avait jamais vu ça. Je pense ça rajoutait un truc on y croit encore plus. Je pense que c'est ça qui a joué. Ouais, tu sais, c'était la première fois qu'on se disait, c'est ce que j'aurais voulu voir. Tu vois, là, on a vraiment fait quelque chose qu'on aurait voulu voir en France. Bah, on n'a pas essayé de copier quelque chose, tu vois. Donc, en gros, c'était ça. On vend 8 boîtes, on fait 80 €. En fait, juste le fait que quelqu'un me donne un billet de 10 et que soit content, j'ai dit, OK, c'est bon. Donc, on continue. On continue à livrer et tout. On fait ça pendant 6 à 8 mois. Et on se dit, OK, il nous faut plus, tu vois. Il nous faut autre chose. Sauf que comment on fait? On appelle, bien évidemment, comme tout le monde, des agences, etc. On savait même pas à l'époque que pour faire un prêt bancaire, il fallait appeler une banque et aller voir la banque pour présenter un projet. On savait pas. Donc et tout, on fait un petit truc, on fait un petit business plan et tout. On appelle des agents pour avoir des locaux. Et en fait, il faut savoir qu'à Paris, c'est beaucoup le serpent qui se mord la queue, dans le sens où il faut que tu aies un local, il faut que tu aies trouvé un local, mais il faut que la banque finance. Sinon, il te fait pas de promesse de vente. Mais si tu fais pas de promesse de vente, la banque ne finance pas. Donc en fait, comment tu fais? Donc on se dit, il faut qu'on ait de l'argent. Sauf que la banque peut pas nous financer. Problème. Mais on a trouvé une solution. J'étais étudiant encore à l'époque. Donc j'ai fait un prêt étudiant, en prétextant que c'était pour mes études. Bien évidemment, c'était faux, mais c'est passé. Donc j'arrive à avoir un certain nombre d'argent, tu vois. J'arrive à avoir 20 000 €, ce qui me permet d'avoir un apport pour une boutique, tu vois. Mais c'était encore trop peu. À Paris, il faut que tu aies le dépôt de garantie, il y a plein de choses. Du coup, tu sais, il y a ce prêt étudiant qu'on a dû faire, ce faux prêt étudiant en vrai de vrai qui faisait office d'apport. Mais comme je t'ai dit, à Paris, c'est très compliqué d'avoir un local commercial, puisque pour faire tout type d'activité, de toute façon, t'as le dépôt de garantie, comme t'es en création, ce qu'on appelle une création, c'est-à-dire que c'est la première fois que tu entreprends et que t'as une affaire, t'as une caution bancaire qui peut s'élever à 6 mois de loyer. Donc il suffit que t'aies un loyer à 2 000 €, tu dois déposer 18 000 € sur un compte. Donc déjà, d'office. Donc déjà, t'as 3 mois de dépôt de garantie. Donc imagine 2 000 €, hein, c'est très bas. Hein. Donc t'as 6 000 plus 18 000. C'est-à-dire que si t'as 24 000 € déjà, bam, ça n'a rien à voir avec ton business que tu dois déposer sur un compte bancaire. Enfin, 24 000 € déjà va les trouver, mais qui te serviront à rien en plus. Tu vas juste déposer en caution. Donc t'as vu plein de choses comme ça qui ont fait que les 20 000 €, en fait, c'était pas assez. Après, on allait dans plusieurs banques, présenter le dossier, etc. Mais encore, on fait du cinnamon rolls. On a 21 ans à l'époque, 2 jeunes comme ça, sans patrimoine, sans rien. J'étais pas les tailles du plus qu'on est. Et ça fait que c'était très compliqué. On a dû aller voir une vingtaine de banques, 20 refus. Donc tu vas 20 banques, 20 refus, comment tu fais après? Donc on n'y arrivait toujours pas, mais on s'est dit qu'il fallait qu'on y aille. Donc au final, on a trouvé une solution encore une fois. On a pris une dark kitchen. Une dark kitchen, c'est vraiment le plus petit truc que tu peux prendre, c'est une petite cuisine et tu fais que de la livraison. Deliveroo. Vous aviez filmé ça? Ouais. Oui, j'en souviens. Et c'est là en fait qu'on a dit, il faut qu'on... En fait, il n'y avait pas de vitrine. Donc il fallait qu'on se crée cette propre vitrine-là. Et c'est là qu'on a commencé à faire une série où on a décidé d'embarquer les gens avec nous dans cette aventure on est là, on veut ouvrir un resto pour essayer de faire quelque chose. On n'a rien, mais on y va tous ensemble, tu vois. Et là, on s'en est suivi une série qui a bien pris et qui a fait décoller la marque. Et c'est cette série-là, hein, cette aventure-là qui nous a permis en fait de gravir des échelons, de nous faire connaître, de faire du chiffre aussi grâce à ça, parce que visibilité, plus de monde, de faire découvrir le produit, de se concentrer aussi sur le produit. Intéressant pour nous parce qu'il fallait on innove, mais il fallait qu'on se concentre dessus pour évoluer aussi step by step. Et puis après, s'en est suivi d'autres refus, hein, mais avec ce petit chiffre d'affaires qu'on a réussi à faire, on a réussi à faire un autre prêt. Et ce prêt nous a permis d'acheter le fonds de commerce qu'on a actuellement à Châtelet. Et là, de démarrer la vraie aventure, si je puis dire. Des péripéties aussi. Des péripéties aussi. Entre le temps on quitte là-bas, enfin la petite cuisine, pour aller dans le local à Châtelet, il y a eu pas mal de péripéties. Il s'est passé combien de temps à peu près? Je dirais 3 mois. 3 mois parce que je crois c'était en mars qu'on a quitté, le 30 mars. Et je crois qu'on a eu le local début juin, mais on a ouvert l'activité début juillet, 1er juillet, je crois, un truc comme ça. Ok. Je pense que même c'était le moment le plus stressant de toute l'aventure. Mais voilà, en vrai, sinon, c'est ça, c'est qu'il fallait démarrer l'activité. Et du coup, en gros, on a fait à peu près 6 mois à peu près dans la Dark Kitchen, où t'as vraiment rien, t'as une petite cuisine, t'as rien, quoi. T'as juste les livraisons. Il faut savoir qu'en plus, pour le domaine de la restauration, en tout cas, les plateformes de livraison, elles prennent entre 30 à 40% de ton chiffre d'affaires, tu vois. C'est vrai que c'est très élevé. Même plus. Donc au final, c'est difficile de s'en sortir, tu vois, financièrement. Et après, bah oui, il y a eu cette phase-là où on avait des prêts à rembourser, mais pas d'activité. Donc il fallait qu'on déjà, même pour quitter là-bas. Parce que de base, on avait signé un engagement d'1 an. On a dû mentir. Faut beaucoup mentir. Ah ouais, vous avez beaucoup mentir. Beaucoup mentir. Mais du coup, on a dû mentir.
On a dit qu'en gros on n'avait pas d'argent, que c'était nos parents, ils devaient payer justement tous les mois et que là on allait partir en Suisse chez notre oncle travail. Enfin, et on a sorti une histoire de fou pour qu'ils puissent nous laisser partir avant la fin du contrat. Mais du coup là il y avait rupture de contrat et on a dû quitter les cuisines entre guillemets du jour au lendemain. Mais du coup là on n'avait plus de local, on avait encore des prêts à rembourser et on avait des refus déjà d'autres banques qui voulaient pas, enfin qui n'acceptaient pas. Continuer l'aventure. Ouais. Du coup c'est pour ça que Ah, les banques, elles peuvent vous lâcher comme ça? Bien sûr. Non, en gros, Ah oui. elle nous a suivis pour la Dark Kitchen, la première banque. Ok. Donc on a eu notre prêt, etc. Mais après, pour partir dans l'autre local, il nous fallait encore un prêt parce que justement les charges étaient beaucoup plus élevées. Ok. Sauf que là, bah, le même problème qu'au début, on prend refus sur refus. Alors qu'on s'était dit là, avec un petit bilan de 6 mois, les banques allaient être plus aptes à accepter. Et en fin de compte, bah non. Du coup, refus sur refus sur refus. Et c'est vrai que là, ça commençait vraiment à être stressant. On se le montrait même pas nous-mêmes. C'est après, plus tard, qu'on en a reparlé, qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on était vraiment trop stressés à ce moment-là. Et au final, c'est ça en vrai qu'il faut raconter, c'est que il y a toujours des solutions aux problèmes. Toujours. Et que en vrai de vrai, quand on nous ferme la porte, il faut toujours essayer de passer par la fenêtre, comme on dit. Mais c'est vraiment vrai. Hein. On a toujours dû mentir, on le fait encore entre guillemets. En fait, il faut toujours arrondir les angles. Et c'est ce que les gens ne vont pas dire. Ouais, mais c'est triste d'en arriver là quand même. Non, mais Ouais. c'est même une obligation. Tous les gens là, je pense, qui ont réussi, qui font beaucoup d'argent même encore à l'heure actuelle, je pense qu'ils ne font entre guillemets rien dans les règles. Genre, c'est pas possible si tu pars de entre guillemets zéro de faire les choses dans les règles de l'art, parce que ça demande trop d'argent, trop de connaissances, trop de contacts. C'est en tout cas moi de mon expérience, de mon vécu, c'est impossible. T'es obligé de passer par la fenêtre. Si la fenêtre est bloquée, tu passes par le souterrain. Si c'est bloqué, je sais pas, tu trouves une solution. Et des fois, ouais, ça nous arrivait de pas forcément être dans les règles. Mais ouais, après en tout cas, pour finir, on a réussi à obtenir ce prêt-là, mais encore, il faut tout. Encore, c'est une rencontre qu'on a fait, qui nous a amené à une autre rencontre. Qui nous a amené à un événement où on s'est bien tenu, le discours a plu, qui nous a fait rencontrer quelqu'un, et ce quelqu'un-là nous a fait le prêt. Mais le réseau, c'est tellement important. Ouais. Ouf. Mais en tout cas, votre parcours, il est hyper inspirant. Vraiment hyper inspirant. Bravo à vous. Alors, est-ce qu'il y a la construction d'un deuxième restaurant qui est en cours? Oui. C'est trop bien. Avec un prêt aussi? Ah oui. Ouais, avec un prêt. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, aujourd'hui, on retombe sur nos pieds dans le sens où les gens apprécient notre travail. Donc ça, j'en suis heureux. Et l'activité se développe, etc. On a une équipe, tu vois. Donc ça, c'est bien. On peut souffler un peu plus, quoique en vrai, on travaille tous les jours. Enfin, il n'y a pas de repos. Donc vous êtes plus que tous les deux à gérer? Il y a d'autres personnes? On est les deux gérants, bien sûr, mais Ok. on a une équipe, entre guillemets. Ok. En tout, avec nous deux, on est 7. Ok. Et puis à côté, on est en train aussi de développer un média. Mais moi, je sais pas si je peux en parler, mais en gros, du coup, on est un peu plus que 7, on est 8, 9, ça dépend. Il y a 9 personnes dans la boîte. Ouais. C'est incroyable. Incroyable. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci Avon pour ton intervention aussi. Merci à toi. Tes astuces me sont vraiment utiles. Super. Et si besoin, de toute façon, tes réseaux sociaux seront en description. Tu fais des formations, c'est ça? Ouais, bientôt disponible. Ok, top, parfait. Et pour vous, les relations, vous faites quoi? Ouvrir 20 restaurants, 30, 50, Aux États-Unis, peut-être, hein? Exact. peut-être. Ça serait incroyable, ce serait incroyable. Ouais, d'ouvrir plus de restaurants et continuer à montrer que c'est à la portée de tous, je dirais. Yes. Et continuer à faire rêver, à inspirer. Parce qu'en vrai, c'est ça le vrai message, en vrai. Bah, sachez que c'est ce que vous faites déjà. Merci beaucoup d'avoir suivi l'émission B2B et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.